Voilà, alors aujourd'hui, cette communication s'inscrit en fait à la suite d'un cours, un cours que j'ai donné la semaine dernière aux étudiants des modules, du premier module et du troisième module, avec comme devoir pour les étudiants du troisième module de nous instruire sur le symbolisme de ces oreilles. Parce qu'on a largement parlé de cette divinité que les égyptologues appellent Seth. Alors, avant de poursuivre, est-ce que vous me recevez correctement? Est-ce que c'est... Juste m'assurer que c'est correct, s'il vous plaît. Je suis entendu. OK, parfait, merci. Voilà, donc je disais que la semaine dernière, nous avons eu cours et nous avons abordé en long et en large des principaux aspects de cette divinité, tout au moins de l'animal qui représente cette divinité qu'on appelle Seth en égyptologie. Nous avons vu que, bon, par les corpus soudanais, ils portent d'autres noms, mais on comprend pourquoi ils s'appellent Seth. Ça ne pose aucune difficulté. Ce qui compte, c'est le principe. Et les étudiants du module 3 devaient remettre une copie sur le symbolisme qui se rattache précisément à ces oreilles qu'on lui donne, parce que vous devez savoir que dans la représentation, rien n'est laissé au hasard. Tout ce que font nos ancêtres a un sens, surtout à ce niveau-là. C'était des maîtres du symbolisme. Ils ne font rien au hasard. Il ne faut certainement pas conclure parce que nous ne comprenons pas, nous, qu'eux, ils font ça simplement par fantaisie. Absolument pas. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, c'est aussi pour moi l'occasion, évidemment, je l'ai annoncé dans les groupes, de corriger en fait le devoir qu'ils devaient remettre. Et à cette occasion, je vais également interpeller certains étudiants dont j'ai reçu copie et copies qui m'ont semblé intéressantes par certains aspects, car j'ai vu qu'un effort est réellement fait au niveau de la compréhension des choses. Et ce sera aussi pour moi l'occasion, évidemment, de les féliciter. Donc, le thème du jour, bien sûr, c'est les oreilles de l'animal 7. Dit comme ça, évidemment, ça ne doit pas dire grand-chose à la plupart des personnes peut-être ici rassemblées, parce que encore faut-il déjà même savoir de qui on parle. Lorsqu'on parle de 7, ce n'est pas dit que c'est acquis, parce que ce sont des choses parfois qui peuvent être nouvelles. Mais je vais faire un premier rappel dans un premier temps. Donc, je vais faire un rappel dans un premier temps pour que chacun sache de quoi nous parlons et quel est l'axe dans lequel nous choisissons d'engager cette conversation. Et dans un second temps, eh bien, je vais arriver à la correction du devoir. Voilà. Donc, la semaine dernière, j'ai dit que la question posée dès le départ, c'était l'identification de cet animal qu'on appelle en égyptologie l'animal 7. Ici, le texte est de Herman Tevelt. C'était un égyptologue néerlandais. Le texte, bien sûr, est en anglais. Il a publié un ouvrage dans les années 50 en anglais qui porte sur la figure de Dieu 7. Ici, j'ai traduit en français pour que ce soit facile pour tout le monde. Voici ce que dit Herman Tevelt. Le hiéroglyphe d'un animal sétien, ou d'un animal 7, si vous voulez, ne représente aucun animal vivant réel. Il n'est pas possible de déterminer de quelle créature vivante le hiéroglyphe d'un animal sétien est issu. Il est fort douteux que le hiéroglyphe de l'animal sétien soit né d'un animal ayant jamais appartenu à la faune de l'Égypte. Pourquoi cette perspective est intéressante, même pour ceux qui n'ont d'égyptologie aucune connaissance? C'est parce que c'est cette figure appelée Seth en égyptologie qui produit l'image de Satan dans les religions récentes, je vais dire abrahamiques, disons, ou révélées, si vous voulez, je ne sais pas, je crois que vous comprenez de quoi je parle. Voilà. Donc, c'est cette figure-là, c'est ce personnage qu'on appelle Seth en Égypte antique, théorisé par nos ancêtres, qui va produire l'image de Satan. Mais si on pose aujourd'hui la question aux uns aux autres, bien sûr, de savoir qui est Satan, chacun aura certainement quelque chose à dire. Généralement, on s'enfuit, comme je l'ai dit généralement, on s'enfuit en laissant même ses babouches s'envoler, parce que vraiment, c'est une figure qui fait extrêmement peur. Et telle qu'elle est présentée, évidemment, c'est quelque chose qui effraie aussi. Mais naturellement, ça, c'est la première impression qu'on peut avoir. Tout le monde, nécessairement, évidemment, n'est pas spécialiste de ces questions. Tout le monde n'est pas non plus théologien. Donc, on ne peut pas demander au tout venant d'avoir une théorie vraiment poussée sur ces questions parce que la simplicité, parfois, permet de vivre en société. Mais nous sommes ici entre spécialistes et quand nous traitons d'un corpus ancestral, on doit le faire avec le sérieux que cela nécessite. Voyez? Donc, je le dis comme ça pour que peut-être ceux qui ne savent pas qui est Seth sachent au moins qu'il va donner l'image de celui qu'on connaît récemment sous le nom de Satan. OK? Bon. Et en Égypte antique, il est représenté par un animal. Cet animal est énigmatique. Bon, les étudiants savent de quel animal il s'agit, je le sais, parce qu'on en a parlé. Ici, je ne vais pas nécessairement en parler parce que bon, ce n'est pas nécessaire pour la compréhension des choses aujourd'hui. Par contre,
c'est important quand même que je fasse un petit rappel pour que les uns et les autres puissent avoir la bonne perspective, puisqu'ils prennent quand même quelque chose en cours, qu'ils puissent savoir de quoi je parle précisément. Donc, le hiéroglyphe qui représente donc cet animal, l'animal de Seth, dit Hermann Tevelt, ne représente aucun animal vivant réel. Il n'est pas possible de déterminer de quelle créature vivante le hiéroglyphe d'un animal sétien est issu. Il est fort douteux que le hiéroglyphe d'un animal sétien soit né d'un animal ayant jamais appartenu à la faune de l'Égypte. Donc voilà ce que dit Tevelt. Il le dit à la suite de Champollion, il n'est pas le seul. Dimitri Mex a étudié la question. Enfin bref, MacDonald a étudié la question. Ils sont nombreux, les spécialistes, à avoir tenté comme ça de dégager le prototype, tout au moins l'animal qui aurait inspiré comme ça nos ancêtres pour produire cette figure. Parce qu'en réalité, effectivement, un tel animal n'existe pas dans la nature. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dans un article plus récent, Tevelt, encore le même, bon, il est malheureusement décédé aujourd'hui, mais dans un article plutôt récent, malgré les arguments en faveur de l'âne, parce qu'à un moment donné, il a pensé que c'était l'âne, parce que l'âne, évidemment, c'est un animal de Seth en Égypte antique, ça c'est facile à découvrir, parce que des auteurs en parlent, que ce soit Diodore de Sicile, que ce soit Plutarque, il parle de la relation que Seth entretient, notamment avec cet animal qu'on appelle l'âne en français. Donc, dans un article plus récent, malgré des arguments en faveur de l'âne, Tevelt conclut qu'il vaut mieux s'en tenir à la proposition initiale de Jean-François Champollion et ne voir dans l'animal de Seth qu'un être monstrueux ou fabuleux, c'est-à-dire un être fantastique qui n'a pas existé dans la vraie vie. Cette opinion fut partagée en leur temps par Rossellini, Wilkinson, Birch, Plate et Darcy. De même, Dimitri Mex constate que si l'animal dans lequel s'incarne le dieu Seth a beaucoup sollicité l'imagination des spécialistes, aucune des hypothèses avancées n'a emporté la conviction. Il aurait toutes les caractéristiques d'un animal fantastique. Mex souligne toutefois, comme tous les dieux zoomorphes, Seth révèle une part importante de sa nature au travers d'un animal dans lequel il choisit de s'incarner. Comme tous les dieux zoomorphes, Seth révèle une part importante de sa nature au travers d'un animal dans lequel il choisit de s'incarner. Angela MacDonald remarque que les égyptologues s'accordent à considérer que l'animal de Seth ne fut jamais une créature réelle, il n'a jamais existé que dans l'imagination des anciens Égyptiens. Donc, voici les études récentes, le compte rendu en quelque sorte, des études récentes sur cette question. Donc, si vous vous intéressez à cette question, vous ferez donc la chasse aux informations dans les bibliothèques. C'est ce à quoi vous allez parvenir. C'est-à-dire aujourd'hui, pour parler de l'animal de Seth, il est généralement admis que c'est un animal qui n'a pas existé dans la réalité, que c'était un animal fantastique qui n'existait que dans l'imagination des anciens Égyptiens. Bon, ça, c'est ce qu'on dit. Naturellement, cet animal est représenté sur les bas-reliefs égyptiens et même en hiéroglyphes. Ici, donc, vous avez deux perspectives. Le hiéroglyphe d'un animal Seth est représenté sur un bas-relief égyptien. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien honnêtement, ce n'est pas la totalité du personnage, car c'est immense. Parce que vraiment, c'est immense. Je le dis avec modestie. On va simplement questionner et encore survoler la question des oreilles, qui sont réellement distinguées. C'est quelque chose de remarquable chez cet animal qui n'existe pas effectivement dans la vraie vie. Mais bon, je pense qu'en le disant, j'ai quand même un petit sourire parce que je sais qu'il y en a certains qui vont comprendre pourquoi je le dis. Mais qui n'existe pas. Je peux poser la question ici à des personnes comme ça, ils ne sauront pas me dire de quel animal il s'agit. Par contre, nos ancêtres ont toujours pris cette préoccupation de distinguer comme ça des longues oreilles. On ne sait pas trop pourquoi, c'est ce à quoi nous invite finalement cette communication que j'ai souhaité faire aujourd'hui. Bon. Je vais faire un rappel sur le nez pour dégager vraiment l'espace, pour que chacun puisse comprendre de quoi on va parler. Parce que ce rappel émane du cours que nous avons eu la semaine dernière avec le module 1 et le module 3. Et simplement pour rappeler pourquoi elle a déjà un nez allongé, qu'est-ce que cela veut dire, comment il faut interpréter la chose. Voici ce que nous disions. Nous avons présenté ce hiéroglyphe qui est le nom du nez en égyptien pharaonique. J'irai simplement dans ce qui est plus immédiat à comprendre. Cette graphie a un correspondant en copte. Qu'est-ce que c'est que le copte? Le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. C'est une langue aujourd'hui morte, mais qui a été parlée, disons, autour du IIIe siècle dans la vallée du Nil. Alors, cette graphie que vous avez à l'image correspond au copte Shai, qui signifie nez, odorat. Pourquoi j'engage la discussion avec le hiéroglyphe du nez? C'est parce que les ancêtres distinguent le nez
chez cet animal énigmatique qu'on appelle l'animal 7. Donc, si vous voulez savoir à peu près à quoi cela peut renvoyer, il faut commencer par savoir comment ils appellent le nez. C'est la première porte vers laquelle on doit s'orienter. Sinon, bon, on va se lancer dans des supputations à n'en plus finir. Il faut procéder par méthode. Si on distingue le nez, comment s'appelle le nez? Le nez se dit shai. En copte, j'avais cité un exemple qui nous vient du domaine tchadique. Par exemple, la langue sar au Tchad, on dit sei pour dire l'odeur. Hein. C'est la lecture effective de cette graphie. On l'avait vu. À la suite de cela, j'ai présenté le nom de l'animal 7 tel qu'il paraît sur les bas-reliefs de Beni Hassan, qui est disons, un espace géographique en Égypte aujourd'hui. Il y a des tombes qui s'y trouvent. Et dans l'une de ces tombes, on trouve représenté l'animal 7 avec son nom. Son nom, le voici. C'est le nom que vous trouvez ici à votre gauche. Le nom de l'animal 7 qui est homophone du nom du porc. On l'a vu la dernière fois, parce que parfois le nom du porc a un double déterminatif. On met l'animal, qui est le porc, et on rajoute le membre viril. Parfois, le membre viril n'est pas présent. Mais ce membre viril qu'on rajoute pour le porc est fondamental, très intéressant, très important. On l'a étudié également dans le détail. Bon, à ce stade-ci, pour que les choses soient simples, si vous trouvez dans le système hiéroglyphique un thème hiéroglyphique, c'est-à-dire un nom qui désigne une chose, et le même nom avec un déterminatif différent qui désigne autre chose, cela signifie que ce sont des homographes. Les homographes rendent compte d'homophones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la langue des anciens Égyptiens, si on sait comment s'appelle le porc, on sait comment s'appelle cet animal, qui est énigmatique. D'accord? Parce que ce sont des homophones, c'est-à-dire des homonymes, si vous voulez. Puisqu'ils sollicitent les mêmes signes produisant les mêmes sons. Cela signifie que si je sais comment s'appelle le porc, je sais comment s'appelle cet animal. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le mythe osirien, certaines versions du mythe racontent que c'est un sanglier qui a tué Osiris. Parce que l'épisode raconté par Plutarque, qui met en scène la question du piège, est seulement tardif. Il ne paraît pas tout à fait dans les textes des pyramides. Mais enfin, dans les versions primitives, Seth, disons, se transforme, je veux dire, en sanglier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on trouve les mêmes versions en Phénicie, avec Adonis, qui va être tué par un sanglier. D'accord? C'est la raison. Donc, il faut savoir que le porc, c'est un animal de Seth. Seth se transforme en porc. Le porc revendique, en fait, l'univers dans lequel évolue Seth. D'accord? Vous devez le savoir. Je le dis pour que vous sachiez. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ça. Bon. Donc, mais enfin, déjà, au niveau du visuel, parce que ce sont des hiéroglyphes, donc des dessins, il faut déjà savoir pouvoir les interpréter. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans la langue des anciens Égyptiens, même si nous ne savons pas quel est cet animal énigmatique qui représente Seth, ce que nous savons, c'est que cet animal porte le nom du porc. Parce que dans le système hiéroglyphique, c'est ce qu'on appelle des homographes, sachant que les homographes produisent les mêmes sons, c'est-à-dire des homophones. Bon. À la suite de cela, nous avons solutionné la chose en long et en large. Je vais passer le détail sur ce qui n'est pas important aujourd'hui. Mais nous avions dans le système hiéroglyphique ces trois graphies. L'une désigne le nez, l'autre le porc et l'autre enfin le destin. Sachant que le nom du destin et le nom du porc sont aussi des homophones. Ça veut dire que si je sais comment s'appelle le destin, je sais comment s'appelle le porc. Sachez que même si je ne vais pas dans le détail, tous ces thèmes ont une relation intime avec Seth. Le destin, le sort, toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je n'irai pas dans ce détail. Mais enfin, on va aller aux solutions pour comprendre et pour statuer sur la prononciation, car on va se limiter à cela aujourd'hui. Le nez se dit shai, je l'ai dit en introduction, qui correspond notamment au sar, c qui signifie odeur. En copte, le cochon, le porc, cette graphie qui désigne le cochon se dit ché. Hein? C'est le mot que les Malinqués utilisent pour désigner le cochon, le sanglier, le phacochère. Voilà pourquoi Seth se transforme en phacochère pour tuer Osiris dans les versions primitives du mythe. C'est C ou C en Malinké notamment. D'accord? Donc, ça montre déjà une filiation évidemment manifeste avec le domaine soudanais, notamment le domaine mandingue. Bon, parce que c'est le même mot. Et enfin, on vérifie la chose avec le thème du destin, qui se dit aussi Shai. Mais c'est un mot que le taureau au Dogon, par exemple, utilise. Shai, pour dire la chance, le destin, le sort, la fortune. D'accord? C'est cela. Et je montre l'importance maintenant du membre viril dans ce contexte. Parce que si on rajoute comme déterminatif au nom du porc le membre viril, c'est parce qu'il porte une information importante. En bassa, on dit sai, pour dire le membre viril, le phallus, le pénis chez l'homme. En malinké, on dit seya ou cheya pour dire la virilité. En bambara, c'est che ou cheya, c'est le même mot pour dire le mâle, le masculin, la virilité.
Pourquoi j'introduisais ces notions? C'est parce que vous devez savoir ce que représente le membre viril dans la pensée symbolique des peuples soudanais. Le membre viril représente le principe actif, qui est l'être de l'âme, la qualité de l'âme. Le principe de l'âme, c'est le mouvement. Et pour donner souvent un exemple, je dis observez simplement la nature. Vous verrez que quand le vent souffle, on ne sait pas qui le souffle. C'est un mouvement spontané. C'est-à-dire le souffle de vie, c'est un mouvement spontané. C'est ça qu'on appelle l'âme. D'accord? Et l'élément qui caractérise ce mouvement spontané, c'est le membre viril, c'est la virilité. Voilà pourquoi, dans les traditions subsahariennes, notamment à Kama, nous avons ce qu'on appelle des cultes ityphaliques, c'est-à-dire des cultes qui représentent des divinités avec le membre viril en éveil. Ce que ça veut dire, c'est qu'il représente l'âme du monde. Quand vous voyez par exemple l'Egba dans le vaudou, l'Egba avec le membre viril en éveil, bon, évidemment, ça amuse les touristes et puis ça fait fuir les adeptes des religions évidemment récentes, parce qu'ils ne comprennent pas, ils se disent c'est quoi cette bizarrerie, ils ne comprennent pas qu'en réalité, ce que les ancêtres sont en train de mettre dans cette représentation de la divinité, c'est qu'il est l'âme du monde, parce que le principe de l'âme, c'est le mouvement. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Au moins, ça, vous devez. Donc, je n'insiste pas davantage, les choses sont claires. Sachez que quand je dis Ambassa, Saï, en malinqué, je dis Cheya ou Seya, pour dire la vérité. Sachez que c'est le même quand même les voilà pourquoi le port, si elle porte évidemment sur le sujet, je peux y répondre. De simplement d'indiquer si c'est clair. De ce déterminatif, parce que c'est le même mot, je l'ai dit. C'est vrai que souvent, à l'oreille, quand on n'est pas habitué, on peut se dire c'est différent, ça sonne différent. Non, c'est le même mot, sachez-le. C'est le même mot. Du point de vue de la linguistique, c'est le même mot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à comprendre pourquoi le porc devient l'animal de Seth. Parce que vous devez savoir que la correspondance qui se réalise ici, ce n'est pas le porc tant pour le porc qui est intéressant, c'est le nom qu'il porte. Mais comme on sait que le nom que porte un animal trahit sa signature ontologique, ça veut dire que quand on affecte un animal à une divinité, en réalité, vous devez rechercher la relation qui les unit. La relation qui les unit, c'est le mot qui est prononcé. C'est le verbe, c'est le mot qui est prononcé. Et ce mot qui est prononcé, c'est le mot de la virilité. Ça veut dire que Seth incarne bien évidemment la virilité, quoi qu'il soit décrit comme par ailleurs stérile. Ça, c'est d'autres aspects que je n'aborde pas aujourd'hui, parce que tout ceci est lié, même si bon, je ne vais pas aller dans ce détail. Mais il incarne surtout le souffle, l'âme, bien sûr. C'est ce qu'il y a derrière tout ceci. Derrière toutes ces représentations, vous devez statuer, rester sur l'idée que nous ne parlons pas des choses pour en parler, pour le plaisir d'en parler. Nous devons atteindre des concepts. Et pour ce qui nous occupe ici, le concept fondamental, c'est le mouvement, qui est le propre de l'âme. Bon, OK. À la suite de cela, nous avons vu une chose curieuse. Nous avons vu qu'en réalité, le nom du porc, évidemment, a des variantes phonétiques, mais c'est toujours le même mot. Mais le porc s'appelle comme le dieu Chou. Bon, et à cette occasion, j'avais posé la question et je vais la reposer. Ça me permettra non seulement, bien sûr, de souffler, mais de valider qu'il y en a parmi nous qui savent quand même de quoi nous parlons. Est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est qui le dieu Chou? S'il vous plaît, prière de lever la main, on vous ouvrira le micro. Merci. Allô? Oui, Nathalie, tu as la parole. Oui. Le dieu Chou, c'est une des émanations de Atum avec Tefnut. Il représente donc l'air, alors que Tefnut représente l'humidité, selon les textes selon les versions, le consensus égyptologique. OK, parfait. Merci Nathalie. Effectivement, c'est ce qu'on peut lire dans la littérature commune. Je crois que ce que tu viens de dire, c'est à peu près ce que tout le monde sait ici. Oui, donc on vous dira qu'il représente l'air. Bon, c'est déjà une information, c'est sûr, avec Tefnut, etc. Bon, voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on remarque que le porc s'appelle comme le dieu Chou. Nous connaissons déjà le nom du porc. Ça veut dire que nous connaissons son nom, c'est automatique. Parce que si vous avez une homophonie dans le système hiéroglyphique et que vous savez, c'est comme une équation à une inconnue. C'est-à-dire, si vous savez résoudre le problème le nom du porc, c'est qu'automatiquement, par voie de conséquent, évidemment, vous avez aussi la solution pour le nom du dieu Chou. Donc, on ne dira plus tout à fait Chou parce que le porc ne s'appelle pas Chou. C'est C, voilà, ce sont ces formes-là qui se dégagent, y compris même en copte. On dit chez, donc on ne dira pas Chou, même si ça plaît beaucoup d'entendre Chou. Bon, ça c'est clair. Mais pourquoi je vous amenais ici? C'est simplement parce que je vais maintenant donner la parole à celui qu'on appelle encore Chou. Parce que lui-même se présente, il dit ce qu'il est. Mais sachez que cette relation qu'il unit au nom du porc, ça veut dire que cette divinité qu'on appelle Seth, c'est Chou lui-même. C'est ce que ça veut dire.
Ça, vous devez vraiment le savoir parce que je sais que dans les constructions générales, on place souvent des étages quand on parle de la cosmogonie héliopolitaine. Non, je l'ai expliqué en cours, je ne vais pas nécessairement le refaire ici. La chose est un peu plus… C'est pas tout à fait comme on croit. Ce n'est pas après Chou, Tefnout est venu, Geb, Nout, après… Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça se déploie. Parce que c'est une spirale. La spirale n'a pas cet ordre-là. Bon, parce que la spirale de la création, c'est un cercle. D'accord? Donc, ce n'est pas tout à fait comme on le raconte, mais je ne veux pas aller dans ce détail aujourd'hui. Ce qui importe pour moi ici, simplement de rappeler, c'est que quand on parle de chou, c'est bien. Quand on vous dit qu'il s'appelle comme le porc et qu'on sait que le porc, c'est l'animal de Seth, ça veut dire que chou et Seth, c'est la même chose. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je valide ça, s'il vous plaît. Prière simplement l'indiquer en commentaire si c'est clair. OK, parfait. Donc, si c'est clair, je vais donc lire un extrait d'un ouvrage que vous pouvez acquérir. C'est un ouvrage facile, une centaine de pages, le livre de Chou, André Fermat. En fait, il traduit le texte des Lumières, un texte des sarcophages, où c'est Chou qui prend la parole, parce que lui-même, quand il se présente, la chose est au moins claire. Alors, cette comparaison montre que le porc s'appelle comme le dieu Chou, ça c'est moi qui l'ai dit, personnification du souffle vital, car c'est ce qu'il incarne, substance vivifiante, principe de vie, attesté dès les textes des pyramides, soit vers 2500 avant l'ère actuelle. Hein? Ça, au moins, c'est clair. Voici ce que Chou dit. C'est lui-même qui parle. Il dit, en parlant du démiurge, celui qu'on appelle Atum en égyptologie, c'est-à-dire le dieu créateur, si vous voulez, pour parler rapidement, il m'a expiré de sa narine. Je suis celui dont la forme est l'expiration et l'expansion de ce Dieu vénérable. Je suis celui dont la forme est celle d'un souffle. Il ne m'a pas enfanté de son poing, il ne m'a pas été gros dans son poing. C'est parce qu'il y a plusieurs modes de création. Parfois, le démiurge se masturbe pour créer. Pourquoi il utilise la masturbation? À cause du principe actif. Parce que souvent, quand on le dit comme ça rapidement, ça peut impressionner. Mais Atum a un mode de création. On dit parfois qu'il a créé l'univers en se masturbant. Pourquoi? Parce qu'on sollicite les éléments de la virilité. D'accord? C'est ça. Donc, le souffle, de toute façon. C'est ça qui est en arrière de toutes ces images qu'on emploie. Donc, je vais reprendre le texte. Il m'a expiré de sa narine. Je suis celui dont la forme est l'expiration et l'expansion de ce Dieu vénérable. Je suis celui dont la forme est celle d'un souffle. Il ne m'a pas enfanté de son poing. Il n'a pas été gros de moi dans son poing, mais il m'a exprimé comme un souffle. Il m'a créé au cœur de sa trachée, c'est-à-dire dans le système respiratoire. Le souffle de vie est mon vêtement. Donc, quand il se présente comme ça, il dit lui-même qu'il est le souffle vital. D'accord? Ça veut dire que Seth est le souffle vital, parce que Seth revendique l'image du porc. Et quand on sollicite le porc, on sait que le porc s'appelle comme Chou. Mais Chou et Seth, au fond, sachez-le, c'est la même chose. Et on le comprend mieux à la suite. On le comprend mieux par les verbes égyptiens eux-mêmes. Parce que quand il dit Chou, je dis Chou par commodité, hein, quand il dit il m'a expiré de ses narines. Le verbe expirer, le voici en égyptien pharaonique. Il s'écrit de cette façon, je passe les détails, il signifie expirer, cracher, expulser. Cette graphique que vous avez ici à l'image correspond au songhai tufa, qui signifie cracher, tufai, qui signifie crachat, tufa tufayan, le fait de crachoter, tufayan, action de cracher, tufante, cracher, tufakao, celui qui crache. Le copte dit tef ou taf pour signifier cracher, salive. Le malinké va dire toufan pour dire le déluge, souvent lié à l'arabe toufan, le déluge. En amérique, on dit dof, vent violent. En Somalie, douf ou doufan, vent violent. En Harari, douf, c'est le vent violent. Serer, douf, c'est cracher, qui est à l'origine du grec touphon, le vent, qui est le nom circonstanciel que les Grecs vont donner à Seth. On l'appelle typhon pour cette raison-là. Mais vous savez que c'est ce verbe, pour les spécialistes, enfin pour les étudiants, tout au moins ils le savent, que c'est ce verbe qui construit le nom de Tefnout, celle qu'on appelle Tefnout. Mais je vous ai expliqué la dernière fois qu'en réalité, Tefnout et c'est Pemba Mousso Koroni. Bon, je n'irai pas dans ce détail ici parce que je sais qu'il y en a qui ne comprendront pas nécessairement, mais voilà, c'est ça. Donc, quand les Grecs disent typhon, si vous voulez, touphon, pour signifier le vent, ça vient de ce verbe-ci, qui est le verbe que Chou emploie pour se présenter lui-même. Quand il dit que Dieu, le Dieu créateur, Amma, ou si vous voulez, Atum, l'a expiré de ses narines. Ce qui montre la relation intime que ce soi-disant Chou entretient avec celui qu'on appelle encore Seth. Est-ce que vous comprenez cette relation? Est-ce que c'est clair? OK. Merci Rémi, merci Nathalie, merci Diakité. Donc, si c'est clair, je poursuis.
Maintenant, nous allons donc quitter ce vocabulaire de spécialiste, hein, set, typhon, toutes ces choses qui peuvent effrayer, quand on n'a pas encore tout à fait compris que c'est une civilisation négro-africaine, que l'Égypte antique, c'est une civilisation éthiopienne. Nous allons aller au Soudan occidental, c'est-à-dire Mali, Sénégal, Guinée, Mauritanie, voilà, Sénégambie, en fait. Voilà. Donc, pour comprendre comment la chose se met en place et pour identifier c'est qui Seth, comment il est appelé, quel est son vrai nom et pourquoi c'est son vrai nom, en fait. OK? Je vais commencer par le mythe Bambara qui raconte l'origine de la création. Je rappelle que cette partie, c'est encore un rappel, car les stagiaires sont déjà au fait de tout ceci. Mais je le fais parce qu'il y en a qui ne sont pas avec nous en cours ici. Il faut qu'ils comprennent comment on aboutit à certaines objectivités. Voici ce que disent les Bambara lorsqu'ils racontent la création. Pendant 7 ans, Pemba fut tourbillon. Transformé en graines d'acacia, il se déplaçait dans l'espace porté par le vent et entraînant la pluie. Sachez que, bon, je vais expliquer plus tard sans doute qui est Pemba, mais on dit Pemba ou Fimba. Pemba a une partenaire qui va naître de lui-même d'ailleurs. Elle s'appelle Mousso Koroni. C'est d'elle qu'on parle ici. Quand on dit entraînant la pluie, c'est le vent, si vous voulez, et l'humidité, c'est-à-dire Chou et Tefnout qui sont ici mis en scène. Hein. Mais ce sont leurs noms ici dans le Soudan. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Pendant 7 ans, Pemba fut tourbillon, c'est-à-dire typhon, si vous voulez, transformé en graines d'acacia. L'acacia, c'est l'arbre de Seth, vous devez le savoir. Pourquoi? Parce que l'acacia, ceci de particulier, qu'il fleurit en saison sèche, il perd ses feuilles en saison des pluies. Il fait le contraire de tous les autres. Donc, on dit qu'il s'est rebellé de cette façon. Bref, il est toujours en train de faire le contraire de ce que la plupart des végétaux font. Voilà pourquoi tout ce qui est dans la nature se comporte de cette façon va être attribué à ce personnage qu'on appelle Seth qui va devenir Satan. Voilà pourquoi on dit que Satan s'est rebellé. Bon, voilà. C'est cet aspect qui va être mis en avant ensuite, bien sûr. Mais bon, voilà. Pendant 7 ans, Pemba fut tourbillon, transformé en graines d'acacia, il se déplaçait dans l'espace porté par le vent et entraînant la pluie. Enfin, épuisé, il se posa sur la terre qui, le cachant de quelques mottes, lui permit de germer. Un arbre, le balenza c'est l'acacia, se développa, mais bientôt périt desséché. Il ne resta qu'une sorte de madrier rectangulaire appelé pembele, nommé aussi cocoon, c'est-à-dire la tête des choses, gisant sur le sol nu. Pemba, souche de bois, contenant en puissance la création des animaux et végétaux, était seul sur la terre. Que signifie Pemba? Le nom Pemba est généralement traduit par les traditionnistes et les initiés mandingues. Ils disent que Pemba signifie chose grand, qui vient de Fen Ba. Fen, c'est la chose, Ba, c'est un superlatif pour dire grand. Donc, c'est comme ça qu'on traduit ça. On dit Pemba signifie chose grand. Okay? Mais le nom de la chose est plus souvent en Bambara, bien sûr. Fen ou Fe pour dire la chose. En Kono, c'est Fen. En Vai, Fen. En Kakabe, Fen. En Susu, Fe. Kuranko, Fen. Mandinka, Fen. Malenke, Fen. Sonenke, Fi pour dire la chose. Mais la notion de chose se conçoit d'après le nom d'une céréale importante qu'on appelle le fonio. Parce que le nom du fonio vient du nom de la chose. Parce que vous allez comprendre la relation maintenant avec pourquoi on appelle Seth de cette façon. Quand je vais vous expliquer ce que c'est que le fonio. Bon. Donc, pour l'instant, je présente la chose, ensuite je vais faire les commentaires. Donc, le nom Pemba est traduit Fenba, qui signifie chose grand. Littéralement, en français, mot à mot, c'est ça. Mais ça ne veut rien dire a priori, mais vous allez comprendre. Okay? Parce que le nom de la chose, en fait, je présente les différentes formes qui existent dans le Soudan, vient du nom d'une céréale qu'on appelle le fonio. Roland Porter, qui était un ethnologue français, représente le nom du fonio comme fonio. Et il a raison, parce que fonio, littéralement, veut dire la chose mille, la chose millet, la chose qui se mange. OK? Il écrit « Signo a le sens de millet, de graines céréalières petites, à quoi répond fo ou fou dans fonio ou funde. » Après avoir, c'est-à-dire le nom du fonio dans le Soudan. Après avoir fait le tour des groupes de langues de l'Ouest africain, nous nous sommes arrêtés au groupe mandé où nous observons un parallélisme entre le mot chose et objet. Entre le mot chose ou objet et digitaria. Digitaria, c'est le nom que les scientifiques, entre guillemets, donnent au fonio. Donc, il présente ce tableau, Roland Porter, où nous avons les différentes langues, le nom de la chose et le nom du fonio. Par exemple, en Dan, on va dire po pour dire la chose, poen pour dire le fonio. En Bambara, on dit fe pour dire la chose, on dit phone, fonio ou feni, fenian pour dire le fonio.
mais ça vient du nom de la chose. D'accord? En malinké, on dit faux et phoni. En bobofine, fa, fani, etc. Donc, il explique, et il a raison de le faire parce que c'est vrai, que le nom du fonio signifie littéralement la chose niais, la chose qui se mange. Pourquoi? Parce que le fonio, le mot fonio en bambara signifie le souffle, le vent, l'air, quand on traduit littéralement. D'accord? Mais c'est le nom d'une céréale que les Dogons appellent po. D'ailleurs, le mot fonio vient du foufoulde foni, qui désigne la céréale en question. Fonier, on dit fonier en foufoulde pour dire la céréale en question, qui est le fonio que vous connaissez. Mais en bambara malinké, fonio signifie le souffle. Donc, vous devez savoir ce que nos ancêtres cachent derrière le nom du fonio. Ce n'est pas tout à fait cette chose qu'on voit, bien qu'elle soit petite, mais elle est petite, certes, mais elle est petite aussi pour le bénéfice qu'elle incarne la plus petite des choses. Parce que ce qu'on appelle le fonio, c'est ce que les chrétiens, plus récemment, je le dis parce qu'au moins vous allez comprendre, appellent la chair. Parce que la chair, c'est un principe spirituel. Voilà pourquoi on dit la chose qui se mange, mais c'est le souffle vital. Le souffle vital contient les 4 éléments fondamentaux, au même titre que la chair qui est matérielle, que vous mangez, par exemple, quand vous êtes assis à table, vous mangez les fruits, vous mangez la viande. C'est la raison pour laquelle, par exemple, chez les peuples du Bantou, entre guillemets, pour dire la viande, on va dire nyama, par exemple. Mais dans le Soudan, nyama désigne, entre guillemets, la force vitale. D'accord? C'est cette correspondance qu'il faut comprendre. Donc, quand on dit la chair, quand on appelle, par exemple, Osiris, dans les textes des pyramides, il est appelé la chair, qu'on traduit d'ailleurs par Iouf. Mais Iouf, pour signifier la chair, correspond au cop haf, qui signifie la chair, bien sûr, mais en Wolof, on dit huf pour signifier le souffle, le verbe souffler. D'accord? Et sachez que dans les langues soudanaises, on dit fait pour dire souffler. C'est le nom de la chose. Pourquoi on dit la chose? Parce que la chose, c'est quelque chose qui est indéterminé. Nos ancêtres ont été stupéfaits par cette chose qui fait bouger les arbres, mais on ne sait pas ce que c'est. Personne ne voit le vent, mais personne ne peut nier qu'il existe. D'accord? Et ce souffle vital-là, qui est spontané dans l'univers qui est le nôtre, c'est ça qu'on appelle la chair, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, en fait. D'accord? Parce que tout ce qui se rapporte à la chair a vocation à augmenter la force vitale, y compris même le nom qu'on porte. Bon, c'est encore autre chose, mais voilà. Donc, ça, c'est pour expliquer, je suis un peu plus large parce que vous devez quand même saisir au moins le concept dans sa généralité pour avoir quand même une bonne perspective. Donc, quand on dit fonio, bien sûr, c'est la céréale que chacun connaît, mais dans le monde soudanais, fonio signifie le vent, le souffle. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, on comprend la relation avec Pemba. Parce que quand on dit Fenba, pour dire chose grand, Fe signifie aussi souffler, dans les mêmes langues, Bambara, Malinké. Donc, Fenba signifie aussi le grand souffle, c'est-à-dire typhon. D'accord? Est-ce que c'est clair ce que je dis? J'ai parlé beaucoup, mais je veux juste m'assurer que ce soit clair. Merci. OK. Merci Inès, merci à tous ceux qui réagissent. Alors, je vous relance souvent parce que je n'ai pas d'autre façon de savoir. Autant qu'à parler, autant parler pour être compris, je le dis à chaque fois. Parce qu'on est quand même ici pour comprendre, on prend le temps pour cela. Voilà, donc si c'est clair, c'est clair. Bon. Comme le nom Pemba, qu'on dit aussi Fimba, est formé à partir du Bambara Fenoufe, qui signifie la chose, nous remarquons que dans les mêmes langues soudanaises, la notion de chose est homophone du verbe souffler. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, en Bambara, on va dire fier, c'est souffler. En Sénoufo, fi, c'est souffler. En Vaï, fait, c'est souffler. Malinké, fait, c'est souffler. Kassonké, fait, c'est souffler. En Wolof, c'est une métathèse. C'est ce mot qui devient le nom de la chair en égyptien pharaonique. Mais ça signifie souffler. En Kakabe, fait, c'est souffler. En Soninké, fou, c'est souffler. Okay? Ces données montrent que le nom Pemba peut aussi bien être traduit par souffler grand, c'est-à-dire tourbillon, c'est-à-dire typhon. Voilà pourquoi on dit pendant 7 ans, il était d'abord tourbillon. Parce qu'en fait, 7, bon, c'est le nombre des germes. Quand on construit la spirale de la création, elle se réalise en 7 ans. Mais donc, ça veut dire qu'il est en fait la spirale de la création. Il est ce souffle vital. C'est ça, Pemba. Et je l'ai dit à d'autres occasions, mais sachez que quand les Soudanais disent Pemba, en Douala, Pemba, c'est le nom du nez. En Boshi, au Congo, Pemba, c'est le nom du nez. En Chiluba, on dit Mumpempe pour dire les narines. D'accord? Donc, il faut juste comprendre de quoi on parle. On parle du souffle vital ici. C'est vraiment l'extrême conclusion à laquelle vous devez parvenir lorsque vous questionnez ces faits. Je poursuis maintenant chez les Dogons, puisque je vous ai dit qu'on passait vers le Soudan. Que nous disent les Dogons relativement au discours général sur la création? Amma, c'est-à-dire Dieu, le Dieu suprême,
à l'intérieur de l'œuf était lui-même comme un mouvement spiralant. C'est alors que fut créée la graine ovale de peau, c'est-à-dire le phonio, qui se déposa invisible au centre. On dit, lorsque Amma cassa l'œuf du monde et en sortit, un vent tourbillonnant a surgi. C'est ça la spirale de la création. Le pot, c'est-à-dire le phonio, qui est la plus petite des choses, a été fait invisible au centre. Le vent est Amma lui-même. Le vent, le souffle vital, c'est Dieu lui-même. Mais vous savez maintenant que le souffle vital, c'est Pemba. Bon, c'est le pot qu'Ama a fait sortir en premier, c'est-à-dire le phonio, c'est-à-dire le souffle. Parce que quand on dit phonio, entendez souffle. Phonio signifie le vent, le souffle. D'accord? La volonté créatrice d'Ama était située dans le pot, c'est-à-dire le phonio, la plus petite des choses. Comme une bulle d'air centrale, elle tournoyait et rayonnait des particules de matière dans une action sonore et lumineuse qui cependant restait inaudible et invisible. Elle était moins une parole qu'une pensée. Comme le séné, c'est-à-dire l'acacia, eût pu l'être dans la première création dont Amma fut mécontent. Ça, c'est l'histoire de Satan, je le dis pour ceux qui ont des référents, parce que Dieu a d'abord engagé une première création avec le séné, ça a échoué. Mais le séné va devenir l'acacia. Donc, un rebelle, il va se révolter. C'est ce que fait Pemba, c'est ce que font Pemba ou Ogo. Parce que chez les Dogons, on l'appelle Ogo, mais c'est le même. On l'appelle Ogo le renard, Yurugu. Bon, je vais y venir tout à l'heure de toute façon. Bon, donc, comme le séné eût pu l'être dans la première création dont Amma fut mécontent, le phonio, c'est-à-dire peau, dans la seconde, est l'image de l'origine de la matière. Donc, tout ceci que je suis en train de rappeler relativement au phonio, phonio signifie le vent, phonio, ça veut dire le souffle, le vent. On vous dit que ce souffle-là, qui contient les 4 éléments fondamentaux, c'est l'origine de la matière. C'est ça qu'on appelle l'atome en français aujourd'hui. Quand on dit que le phonio, c'est la plus petite des choses, qui c'est Uzi? C'est comme ça que ça s'appelle. Qui c'est Uzi? Littéralement, ça signifie la petite chose. On dit la plus petite des choses. C'est l'image de l'atome dans l'univers soudanais. Et on vous explique que l'atome est invisible. Donc, personne de toute manière, vous le savez, n'a jamais vu l'atome. On le verra encore moins maintenant qu'on sait que c'est le souffle. D'accord? Donc, il faut cesser, j'imagine, d'aller vers des inventions de toutes sortes, tout type de réacteurs pour essayer de voir l'atome. C'est une perte de temps. D'accord? Parce que c'est comme ça. Ça me paraît comme une évidence maintenant qu'on le sait. D'accord? Bon. Mais ce qui est quand même remarquable, c'est que par l'exercice de la pensée, on arrive à ces réalités sans avoir à créer des microscopes. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des manières d'accéder à la connaissance sans brimer la nature. Ça c'est quand même intéressant. Voilà. C'est pour cela, disent les Dogons, qu'il deviendra plus tard interdit. On parle ici du phonio, parce que le phonio de blanc est devenu rouge, donc il est interdit à la consommation pour certaines catégories d'individus, de personnes dans la société soudanaise. Voilà. C'est pour cela qu'il deviendra plus tard interdit de consommation et de parole pour diverses catégories d'hommes. Car le début des choses est le plus grand secret d'Amma. Bien plus, le pot, c'est-à-dire le phonio, est aussi l'image du Créateur. Amma, le Créateur, n'était pas lui-même grand, mais de cela, il est interdit de parler. À sa place, pour le remplacer, il a transformé le pot, c'est-à-dire le phonio, en vent et l'a laissé ainsi, phonio. Amma, du moment où il a créé toutes les choses, était comme le phonio, c'est-à-dire comme le pot. Elles ont grandi, tandis que le pot n'a pas grandi, c'est-à-dire l'atome. La graine a été formée comme du vent et il est interdit d'en parler. Bon, ici, je peux en parler parce que c'est dans les livres. Cette partie-ci, tout au moins, c'est dans les livres. Notamment, vous verrez ça chez Griol, vous verrez ça chez Dieterlen, etc. La graine est de la sorte le témoin de l'air, c'est-à-dire le témoin d'Amma lui-même qui, au début, était comparable au tourbillon, élément visible aujourd'hui. Donc, ce laïus que je viens de rappeler est simplement pour statuer sur la nature de Pemba. Parce que vous savez que, je vais quand même rappeler rapidement le mythe, Pemba va naître prématurément, c'est-à-dire il va défier la création. Il va naître avant son frère jumeau, qui est le Nomo. Il va percer le placenta, il va s'enfuir avec un morceau de placenta qui va devenir la terre. Il va s'unir à cette terre et c'est un acte incestueux qui va entraîner le désordre dans la création. Et pour réparer ce désordre, Dieu va devoir sacrifier son fils, le Nomo, pour purifier l'univers. C'est une histoire que vous connaissez récemment avec la dialectique du christianisme, en fait. Il va tuer son fils unique pour laver les humains des péchés. C'est ça l'histoire, en fait. Parce que Pemba, il était pressé de naître, et donc il va déchirer le placenta, il va s'enfuir avec un morceau de placenta
qui va devenir la Terre. Mais comme c'est le placenta, qu'il va s'unir à ce placenta qui est en fait la Terre, c'est comme s'il s'unissait à sa propre mère. Voilà pourquoi on dit que c'est un inceste. D'accord? Et cet acte incestueux va générer évidemment le désordre dans l'univers, parce que c'est une rupture, c'est la rupture d'un interdit. Mais pour purifier l'univers qui va donc devenir impur du fait de cette action, Dieu, Amma, va devoir sacrifier son fils, le Nomo, qui est le héros rédempteur, le sauveur, vous le savez, et qui, lui, en versant son sang, va purifier l'univers. C'est ça, voilà l'histoire générale. Mais je parle de ces aspects parce que sans cet arrière-fond, peut-être vous n'allez pas tout à fait comprendre. Mais en réalité, tout ceci, c'est Amma lui-même. Il n'avait pas le choix que de faire naître Ogo prématurément parce qu'il fallait que ce souffle vital fût. Il fallait qu'il y ait saison sèche avant que la pluie n'advienne, en fait. Bon, ça, ce sont des aspects sur lesquels on pourra revenir. Donc, maintenant, qui est Pemba? Qui est Ogo ou Pemba? Parce que c'est le même, c'est-à-dire 7. C'est le même. Je vais maintenant le situer, je vais dire matériellement, si tant est qu'on puisse dire que c'est tout à fait comme ça, mais enfin, vous allez comprendre. Sigitolo, qu'on appelle Sirius en français, c'est une étoile, vous le savez, la plus brillante du ciel. Cette étoile possède un satellite invisible à l'œil nu, qu'on appelle Potolo, l'étoile du Fonio, littéralement. Aussi appelée Yurugu-Tolo, c'est-à-dire l'étoile du Yurugu, c'est-à-dire l'étoile du renard pâle, qui est la base. Cette étoile invisible à l'œil nu, qui est le satellite de Sirius, c'est la base du système soudanais de Sirius, et dont la fonction est capitale, évidemment, pour les initiés mâles. Yurugu n'est autre que le renard pâle, bien sûr, je l'ai dit, c'est-à-dire Ogo, qui est l'équivalent de Pemba chez les Dogons. Si bien que nous résumons cette correspondance en rappelant que Potolo, l'étoile du Fonio, c'est l'étoile de Pemba, qui est lui-même 7. D'accord? Parce que vous devez savoir que cette étoile invisible à l'œil nu, satellite de Sirius, qu'on appelle Potolo, sous-entendu l'étoile du Fonio, son autre nom, c'est Yurugutolo, c'est-à-dire l'étoile du renard, c'est-à-dire 7. Le renard pâle, c'est 7. D'accord? Donc, et cette étoile-là est au centre du système, parce que pour nos ancêtres, c'est-à-dire pour nous, cette étoile est au centre de l'univers. OK? Parce que identifiée par le fait qu'elle soit la plus brillante du ciel, donc on suppose une explosion des plus remarquables. Parce que vous devez savoir que la lumière qui nous arrive aujourd'hui a traversé des milliards, des milliers d'années. Enfin, je pense que vous le savez. Donc, par le fait qu'elle brille autant, on peut supposer qu'elle a explosé mieux que toutes les autres. Et c'est cette explosion qui, pour nos ancêtres, interpelle le fait que ce soit celle qui a donné, qui a généré tout le reste. Parce que si ton explosion est plus forte que celle de ta voisine, on peut considérer que en fait, tu as une puissance supérieure. Donc, fondamentalement, tu as pu générer cette voisine en question. J'espère que le raisonnement est clair. Hein? J'espère que vous comprenez ce que je dis. En tout cas. Donc, c'est cette étoile qui, pour nos ancêtres, est au centre de la création, pour les raisons que je viens de rappeler. C'est-à-dire, c'est l'étoile la plus brillante du ciel, mais elle a un satellite qui est invisible, qu'on appelle Potolo. Bon. Pour les Dogons, Potolo, l'étoile du Fonio, l'étoile à l'origine de la matière, hein, est appelée Kiseuzi, la plus petite des choses. Donc, c'est réputé être ce qu'on appelle l'atome en français. Elle était à l'origine, ou elle est, si vous voulez, de couleur blanche, tandis que Sigitolo, Sirius, qui est l'un des centres de l'orbite de Potolo, est décrite de couleur rouge. Bon, ce sont des catégories aussi importantes qui font appel à certains éléments qui se rapportent aussi à cette divinité qu'on appelle Set. Mais enfin, vous devez comprendre, Set ou Pemba est intimement lié à cette étoile qu'on appelle Sirius, mais souvent on ne le sait pas. La plupart des gens ne le savent pas. Quand on parle de Sirius, même en égyptologie, on ne sait pas que ça a beaucoup à voir avec Set, en fait. Ce n'est pas possible autrement, puisque c'est lui qui démembre, c'est lui qui permet la création. Bon, mais ce sont des aspects qui ne sont pas toujours mis en avant parce qu'il y a des interdits très importants dans ce registre-ci. Vous devez aussi le savoir. Donc, ici, je présente un dessin, je le présente parce que c'est un relevé de Marcel Griol et de Germaine Dieterlin, où il présente la trajectoire de l'étoile Digitaria, c'est-à-dire l'étoile du Fonio, Potolo. En DP, vous avez Digitaria lorsqu'elle est proche de Sirius. Sirius, c'est ce rond avec en S. Et en DL, vous avez Digitaria au plus loin de Sirius. C'est ça sa trajectoire décrite par les Dogons. Ici, c'est un schéma Dogon. Okay? Les Dogons disent que lorsque Digitaria est près de Sirius, celle-ci devient plus brillante. Lorsqu'elle en est le plus éloignée, Digitaria donne un scintillement tel que l'observateur croit voir
plusieurs étoiles. Et vous savez que ce cycle-ci est évidemment très important puisque c'est sur ce cycle qu'est basée une célébration importante qu'on appelle, c'est une fête soixantenaire qu'on appelle le Sigi, qui est le nom même du Sirius en fait. Donc, c'est une manière de rejouer, de refaire la création à chaque occasion. Bon, il y a d'autres choses, naturellement, qu'on aurait pu dire ici, mais nous allons arriver maintenant au sujet. Donc, il fallait dire tout ceci pour engager maintenant la discussion que nous allons avoir maintenant. Parce que le sujet, c'est quand même encore les oreilles. Les oreilles de l'animal 7. Pourquoi on lui donne donc ces oreilles? Vous savez maintenant que lui, c'est Ogo. Vous pouvez l'appeler 7 si c'est plus facile pour vous. Vous savez que c'est Pemba. Moi, j'exige que les stagiaires disent Pemba ou Ogo, parce que nous sommes au Soudan, c'est clair. Donc, si vous allez, je ne sais pas moi, à Banjankara, vous mettez à dire 7, on va vous regarder comme quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Si vous dites Ogo, on va s'intéresser à ce que vous dites. Parce que ça, c'est la réalité. C'est le fond, voilà, c'est ça. Donc, il vaut mieux utiliser les noms, les catégories sapiensales de nos ancêtres, c'est mieux. Parce qu'on dit 7, c'est vrai, on peut comprendre pourquoi, je n'irai pas dans ce détail, mais enfin, Pemba, c'est mieux, parce que c'est plus général, c'est beaucoup plus précis. Bon. Donc, on sait que c'est lui. Bien, nos ancêtres, en représentant cette étoile, Potolo, en représentant ce personnage qui deviendra plus tard Satan, on lui donne des oreilles. Ici, je représente une antilope qui a des rapports avec 7, parce que vous devez savoir que tout ce qui est antilope et roux a une relation avec cette divinité. Mais je l'ai surtout considéré du fait même de ses oreilles qui sont très, très intéressantes. OK? Sans rapport immédiat avec l'animal 7, je le dis quand même, parce que vous ne devez pas imaginer que c'est l'animal 7 ici. Non. Mais cette antilope a des oreilles intéressantes. Voilà. Et c'est de ce dont nous allons parler maintenant. Le devoir que vous aviez à réaliser consistait à nous expliquer pourquoi nos ancêtres donnent de grandes oreilles à 7. Vous avez été nombreux, une dizaine, à me faire parvenir vos copies. Je vais en retenir 3 pour faire quelques commentaires parce que ce sont ces 3-là qui m'ont quand même interpellé. J'ai trouvé assez original. Okay? Je commencerai par citer le devoir de Comlan. Comlan, évidemment, produit un ensemble de graphies relativement au cours et amène des images aussi intéressantes. Évidemment, distingue la racine translittérée, chat, pour signifier l'animal 7. Fait une relation avec les V, où on va dire taux, colline, montagne, oreille. Ça dit en passant, c'est également le nom que porte l'oreille dans certaines langues de la zone dite bantou. Je l'ai dit en passant parce que les V, c'est le golfe de Guinée. En évé, on dit aussi taux pour dire père, fleuve. C'est ce que nous dit Comlan. Et Comlan nous dit aussi que je pense que ce serait une caractérisation d'élévation, de virilité, une antenne, émetteur et récepteur, le véhicule de l'énergie. En gros, Comlan nous explique qu'il a pensé que ses oreilles, parce que je l'ai dit, je ne voulais pas une dissertation, je voulais une demi-page, une note en demi-page, il faut juste m'expliquer ce que c'est. Bien, Comlan nous explique que pour lui, ses oreilles caractérisent l'élévation, la virilité, peut-être une antenne, ou alors le véhicule de l'énergie. Je vais vous dire en quoi ceci est pertinent, vous le verrez de toute façon à la suite, mais j'ai trouvé cette note quand même inspirante, intéressante. Ensuite, Manga Frida, notre sœur du Cameroun, qui a produit un devoir et que je salue d'ailleurs parce qu'elle a fait l'effort d'introduire le copte et quelques graphies. Je l'ai dit toujours, pour moi, c'est important quand même que vous ayez cette habitude d'aller regarder le copte, d'aller regarder les graphies, d'essayer de les reproduire. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle nous explique une chose intéressante, c'est qu'elle expose l'un des noms de l'oreille en égyptien pharaonique. Elle remarque que ce nom s'écrit avec la croix dite Ankh. C'est une chose intéressante. Elle sollicite le copte. Elle nous explique qu'en copte, on dit Madje, Madje pour signifier oreille. C'est très intéressant, c'est une information importante. Et elle dit 7 représente l'expansion du souffle d'Atum. Intéressant, puisqu'on sait que c'est chou. Évidemment, c'est vrai. Il est le souffle qui donne la vie et la graphie du mot oreille a pour signe directeur le signe S34, c'est-à-dire la croix Ankh, pour parler rapidement. Donc, Frida, à la suite de cela, puisqu'elle voit 7 avec de grandes oreilles et qu'elle remarque que pour signifier oreille, l'ancêtre utilise parfois la croix en ce qui signifie vie, en égyptien pharaonique, c'est son thème récurrent, eh bien, cela peut laisser penser que, effectivement, puisqu'il incarne le souffle, c'est le souffle de vie, etc. Donc, elle arrive comme ça à un raisonnement qui se tient, qui est intéressant. Donc, elle conclut. Donc, les grandes oreilles de Seth nous rappellent qu'il est celui qui porte l'énergie vitale de toute chose en quelque sorte. En quelque sorte, c'est une redondance pour exprimer cette énergie. Voilà. En gros, c'est ce qu'elle dit.
Donc, on parle aussi encore ici d'énergie, on parle de l'énergie vitale. Sauf qu'avec la graphie, quand même, c'est intéressant. On peut se poser la question, effectivement, de savoir pourquoi nos ancêtres, pour signifier oreille, utilisent la croix ankh. Et ici, à l'extrême gauche, j'ai mis une graphie parce que souvent, effectivement, chez Faulkner, dans le dictionnaire de Faulkner, le nom de l'oreille est écrit avec la double croix en C. Mais parfois, il y a juste une croix. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour ça que j'expose ces devoirs, parce qu'ils ont attiré une attention spécifique sur des choses importantes. Donc, pour se nommer l'oreille, parfois les ancêtres utilisent simplement la croix ankh, et puis c'est tout. Voilà. D'accord? Et bon, quand on est égyptologue, on va translittérer Ankhtiou, Ankhtiou. Bon, mais ce sont des conventions, vraiment, ce n'est pas ce qui nous intéresse a priori dans une démarche analytique. Enfin, Ismaël Boapa, pardon. Ismaël Boapa. Ismaël a produit un travail remarquable que je vais lire parce qu'il dit plusieurs choses intéressantes et vraiment, je voulais le féliciter aussi pour cet effort. Pourquoi les oreilles de l'animal 7 sont-elles grandes? Nous dit Ismaël. L'animal 7 peut passer pour plusieurs animaux dotés de longues oreilles tels que l'oryctérope, l'âne ou le fennec. Ces longues oreilles au bout carré rappellent la fourche ou poutre maîtresse sur laquelle repose une traverse dans la structure d'un bâtiment appelé tchétigé au Mali et signifiant effectivement croisé, divisé. Mais tchétigé, alors pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'on appelle tchétigé, c'est la poutre maîtresse qui soutient les toits dans les maisons traditionnelles au Mali. Et c'est une poutre qui ressemble à une croix. C'est la forme de la croix. Et c'est une forme, en fait, qui est soutenue par une fourche, c'est-à-dire le tronc principal se termine par une fourche. Et Ismaël, avec intérêt, observe que cette fourche-là a quelque chose probablement à voir avec les oreilles de Seth. J'ai dit, mais bravo, bravo Ismaël, parce qu'au moins, il y a une chose que tu as, c'est que tu sais observer les choses. Parce que je dis souvent aux étudiants, vous connaissez beaucoup de choses, c'est certain, vous êtes passé par des lectures, mais lorsque vous abordez les corpus soudanais, surtout les caractères sacrés égyptiens, vous devez avoir un regard d'enfant. C'est-à-dire que ce que vous voyez, vous devez savoir l'interpréter sans aller dans des choses très compliquées. Parce que quand vous commencez à développer un discours général un peu complexe sur des questions relativement simples, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre pour acquis certaines choses, certaines analyses que vous n'avez pas nécessairement vérifiées. Il faut partir de la base. Et c'est ce que fait ici Ismaël, et c'est remarquable, parce qu'il observe que, en fait, ces oreilles peuvent inspirer cette fourche, la fameuse fourche, vous le verrez. Okay. Il dit ensuite, cette poutre est l'origine de la croix des chrétiens. Bon, ça c'est vrai, c'est la croix. Et d'ailleurs, on remarque qu'il y a possiblement une relation avec la croix en C. Vous allez comprendre, pourquoi c'est cohérent ce que disent à la fois Frida et puis Ismaël. Cette poutre est l'origine de la croix des chrétiens, objet de supplice et de souffrance qui apparaît pour la crucifixion dans la passion du Christ. La fourche tchétigé ou tchétigé peut aussi être l'origine de la fourche de Satan, c'est ce qui est très remarquable, dans les représentations chrétiennes. Bien avant, dans la passion d'Osiris, Seth divise, découpe et démembre le corps d'Osiris. On retrouve aussi la notion de jugement lors de la crucifixion chez les chrétiens, comme auparavant dans la cosmogonie originelle avec la balance de la Maat dans le tribunal d'Osiris. Quand j'ai vu ça, vraiment, j'ai eu des palpitations. J'ai dit, Ismaël, bravo, excellent, excellent. Alors, ce concept est encore confirmé par les homophones dans les langues africaines. Ici, le Maoka, qui est le malinké parlant en Côte d'Ivoire, on dit tchété pour signifier tranché. C'est le correspondant de tchétigé. Chez les Bambara, c'est le même mot. En Songa, on dit titi pour signifier le jugement. À partir de la forme fourchue de Seth, due à ses grandes oreilles, on conclut qu'il ne peut y avoir de jugement ou de justice sans Seth, sans pouvoir différencier le bon du mauvais. La balance doit être constituée d'une poutre verticale, nous dit Ismaël, telle la poutre fourchue, tchétigée dans un bâtiment, pour pouvoir être équilibrée et pesée. La division, l'éparpillement, l'explosion appellent la justice. Donc, voici les trois devoirs que j'ai voulu rappeler, parce qu'ils se complètent en quelque sorte et ils permettent réellement d'engager une réflexion intéressante. Maintenant, je vais vous exposer les trois noms de l'oreille en égyptien pharaonique. Si vous parcourez les textes égyptiens, vous trouverez cette manière de nommer l'oreille, il n'y en a pas d'autre. Bon, quand on voit comme ça des graphies différentes, l'idée, c'est souvent de dire, mais en fait, ce n'est pas le même mot. Parce que je vois d'un côté, je vais translittérer Ankiou, de l'autre, je vais translittérer
messenger, et puis de l'autre, hidden. Donc, ce n'est pas le même mot, mais vous allez voir en réalité que la démarche analytique, qui est la lecture analytique, la méthode Kuma, enfin, permet de comprendre qu'en fait, ici, vous avez le même mot, mais présenté différemment. Voilà pourquoi on ne peut pas donner une préséance, on ne peut pas accorder une préséance à la translittération, parce qu'il faut utiliser vraiment la ressource des langues subsahariennes, des langues kémites, hein, pour pouvoir réellement comprendre ce que les ancêtres sont en train de dire ici. Ben, en fait, vous avez ici 3 manières de nommer l'oreille. Pourquoi nous questionnons l'oreille? Je le rappelle, parce que l'oreille, chez cette divinité qu'on appelle Set, est remarquable. Elles sont longues. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom de l'oreille, le voici. Je vais commencer par solutionner ce que vous allez retrouver dans la littérature. Si vous prenez un dictionnaire, par exemple le dictionnaire de Werner Vichil, dictionnaire étymologique de la langue copte, vous verrez que Vichil présente cette graphie, celle qui est au milieu. Il dit que ça correspond au copte madjé, qui signifie oreille. C'est le mot tout à l'heure appelé par Frida. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'au niveau des correspondances, ça se tient, on comprend pourquoi. Bon, je ne vais pas aller dans l'analyse poussée, hein, parce que je pourrais rajouter beaucoup de choses, je dois quand même vous le dire, mais je me limite à ce que vous allez trouver dans la littérature, parce que ce n'est pas un cours aujourd'hui. Donc, il nous dit que, Vichy nous dit que cette graphie, translittérée messenger ou quelque chose de ce genre, correspond au copte madjé, qui signifie oreille. Et c'est vrai, on peut l'accepter, c'est tout à fait juste. Okay? Et le copte, d'ailleurs, n'a que ce mot-là pour signifier oreille. Il n'en a pas d'autre. On peut donc se poser la question de savoir, mais s'il y a plusieurs graphies, pourquoi le copte n'en témoigne pas? Pourquoi il retient juste un seul mot pour signifier oreille? Je vais laisser ce que dit Vichil, parce que ça aurait été facile, simple. Je vais décaler, aller vers une autre graphie qui apparemment est différente de la graphie sélectionnée par Vichil, qu'il fait correspondre au copte madjé. Cette graphie est translittérée hidden. Vous le voyez, à la translittération, on comprend que ce n'est pas tout à fait le même mot, a priori. D'accord? Cette graphie-ci a des solutions connues. Ces solutions, elles sont essentiellement du domaine sémitique. Notamment, quand je dis sémitique, j'inclus les langues éthiopiennes, parce qu'elles sont présentées de cette façon dans les manuels de linguistique. Mais en fait, les langues éthiopiennes sont des langues africaines. Bon. Et donc, évidemment, en Afrique, on parle des langues sémitiques. Vous devez le savoir, d'autant plus que c'est encore là, récemment, tout au moins, que l'humanité est réputée avoir, enfin, être née, tout au moins. Donc, on peut supposer qu'on a d'abord parlé ces langues en Afrique avant qu'elles meurent. Mais c'est un débat, Je ne vais pas aller dans ce détail, mais enfin, je vais quand même citer les solutions. Donc, cette graphie translittérée Iden correspond à ces données. En acadien, on dit Uznu. En ougaritique, Uden. En hébreu, Odzan. Hein, c'est le D qui devient Z, c'est une correspondance usuelle. En aramaïque, on dit Iden. En djebali, Iden. En arabe, ou en arabe, c'est ça, Uden. En gaze, le gaze, c'est une langue éthiopienne. On dit Hezen, Tigré, Hezen, Tigrinya, Hezni, Arsusi, Eiden, Gafat, Ezna, Harari, Uzen, Gourage, Enzen, Meri, Eden, Sokotri, Edéen. Ce sont ces mots qui sont représentés par la graphique que vous avez ici à l'image. Vous devez vraiment déjà intégrer cette correspondance. Cette graphique que vous avez à l'image correspond à ces mots-ci, notamment au Gez Ezen. C'est ce qui est écrit Eden là. De cette façon, c'est une convention en égyptologie, mais enfin, on comprend que c'est le même mot. D'accord? Bon. Sauf que, quand je prends le Gez, en Gez, on dit Ezen, pluriel, Azan, pour signifier l'oreille. Dans le même Gez, on dit Ezen ou Maizan, pour signifier angle, point, points cardinaux, zone. En gourage, qui est une langue éthiopienne, je prends le gourage parce que vous devez vraiment voir ce mot, on dit mazan pour signifier angle, coin, points cardinaux. La raison de ceci explique, cette correspondance explique pourquoi le scribe se sert de la croix en C pour désigner l'oreille. Parce qu'il sait que la croix en C, bien évidemment, c'est bien sûr un pictogramme, mais qui représente les 4 points cardinaux. Hein? Donc, il ne prend pas ce signe ici pour sa valeur phonétique, il prend pour le symbole que cette croix représente. Le crucifix, c'est-à-dire les 4 points cardinaux. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que vous comprenez? Il faut que ce soit clair. C'est un début. Donc, ce que je dis pour que ce soit bien clair, le gaze a une homophonie qui renseigne sur
les oreilles de Seth. OK? Parce qu'on dit Ezen pour dire oreille, on dit Ezen pour signifier l'angle, coin, les points cardinaux, les 4 points cardinaux. Parce que n'oubliez pas en quoi Seth est lié aux 4 points cardinaux. C'est Seth qui fait le démembrement. C'est lui qui crée l'espace pour permettre la civilisation. Voilà pourquoi il sort le premier. Sinon, il n'y a pas d'espace. Voilà pourquoi il est violent. Et voilà pourquoi, je l'ai expliqué la dernière fois, Seth, c'est la divinité des terres hostiles, des terres étrangères, parce que c'est lui qui fait reculer, l'espace chaotique, d'une certaine façon. Voilà pourquoi, je l'ai expliqué la dernière fois, les peuples voisins de nos ancêtres, les Kémites, ont eu comme première divinité souvent des divinités guerrières, généralement associées à Seth. On va l'appeler Baal, on va lui donner plusieurs noms, parce qu'ils étaient en contact avec les militaires. Parce que l'impérialisme, le fait, l'expansion, voilà, il faut que ce soit clair. Le souffle, l'expansion, c'est Seth. L'énergie qui fait qu'on va dans des terres étrangères conquérir, c'est l'énergie de Seth. Voilà pourquoi ceux qui font la guerre et qui mettent des garnisons dans des pays étrangers vont évidemment le célébrer et les peuples autour, voyant cela, vont se mettre à croire que c'est la divinité principale de ces gens. Ils vont en faire un dieu. Ils vont l'appeler Baal, ils vont lui donner plusieurs noms. Mais c'est comme ça que ces populations sont entrées dans le fait de la spiritualité, en fait, pour ensuite comprendre qu'en réalité, non. Il fait l'espace pour que Osiris, c'est-à-dire on envoie le sec, ensuite l'eau. L'eau, c'est la civilisation, c'est le nomos, c'est Osiris, c'est le rédempteur. Mais avant, il envoie le feu. Il faut vraiment comprendre comment ça se passe. C'est un peu comme les processus de colonisation en Afrique, sauf qu'évidemment, le problème en Afrique, c'est que l'Afrique n'était pas vide. C'est-à-dire que ceux qui sont venus avec soi-disant la mission civilisatrice, ils ont trouvé des peuples constitués, des royaumes, ils ont seulement détruit. Mais cette force-là, l'impérialisme, hein, c'est la divinité, c'est lui, parce qu'il crée l'espace avec la rudesse que cela entraîne, parce que générer un espace, on ne peut le faire qu'avec le feu, ce qui est sec. À la suite de cela, Dieu envoie son fils, le nomo, pour purifier l'espace. Donc, l'eau, donc faire la civilisation. Mais il faut d'abord créer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà pourquoi on dit maison pour dire point cardinal, pour dire zone, parce qu'il faut créer un espace pour que la vie soit possible. Mais cet espace doit être dégagé. Voilà pourquoi il représente, il incarne l'expansion de l'univers. L'expansion, c'est ce qu'il incarne. Voilà pourquoi on met la croix ici, pour dire les oreilles. Parce que la croix que vous voyez là, c'est la croix, bien évidemment, mais ce sont les points cardinaux, c'est surtout cela. C'est cet aspect que le scribe retient et non la valeur phonétique. Donc, on ne peut pas translittérer en coup, là. Bon, je comprends pourquoi ils le font, mais ça reste maizan. Maizan, ça reste ça. Mazan, angle, coin, etc. OK, est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, prière de valider, on va poursuivre. Merci. OK, merci Inès, merci Simao, merci Manga, merci. Ben, si c'est parfait, on avance. Ça ne finit pas là. Je rajoute maintenant quelque chose que Ismaël a vu. Quelque chose qu'il a vu. Parce que vous devez savoir que quand on dit maïzen, angle, coin, points cardinaux, en gourage, on dit mazan, c'est le nom de la balance. En amharique, mizan, c'est la balance. En arabe, mizan, c'est la balance. En tigre, mezan, c'est la balance. En aoussa, mizani, c'est la balance. En bambara, on dit midjani, la balance du bien et du mal. Ce sont les oreilles que vous voyez là. C'est ça, d'accord? La balance du bien et du mal. OK? La balance du bien et du mal. Donc, ce n'est qu'un transfert maintenant de sens, on comprend. Hein? On rentre maintenant dans l'explication. Midjani en bambara, c'est littéralement la balance du bien et du mal. C'est un fait religieux. Souvent, on croit que c'est un mot qui vient de l'arabe. Bon, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas dans cette dispute parce que je sais que la civilisation est sortie de Kama de toute façon. Voilà. Donc, si on comprend cela, on ne va pas se mettre à dire « Ah non, c'est un mot d'abord qui est venu. » Souvent, on accorde l'avantage à l'arabe du fait qu'on est musulman. Quand on est musulman, on pense que, puisqu'on prie en arabe, on accorde une certaine préséance à l'arabe vis-à-vis de sa propre langue. On va donc privilégier l'arabe. Mais c'est compliqué parce que les ancêtres égyptiens, ce n'étaient pas des arabes. Donc, s'il suffit de le dire pour que ce soit clair. Mais cela ne diminue pas le mérite de la langue arabe. Hein? C'est simplement qu'il faut savoir restituer la vérité. C'est tout. Voilà. Donc, en gaze, le nom de l'oreille, vous l'avez, c'est Ezen. Le même mot est utilisé pour signifier angle, coin, point cardinaux, zone. C'est aussi le nom de la balance. La balance, les points cardinaux. Les points cardinaux sont associés à la balance. Vous verrez le concept ensuite. Mais au moins, c'est clair. Ensuite, en copte,
Je l'ai dit, vous le savez, pour dire oreille, on dit maje, c'est l'oreille. C'est un mot qui, je le solutionne rapidement pour le chiluba, par exemple, on va dire machi pour signifier oreille. C'est ce mot qui apparaît en copte de cette façon. Mais c'est du chiluba. Le chiluba, c'est une langue bantoue, vous devez le savoir. Mais en copte, le même mot, un homophone tout au moins est utilisé pour signifier aussi la balance. On dit maje. Maje balance, maje oreille. En copte, c'est ça. Hein? Mais la balance en copte correspond notamment au soninké meje ou midje, pour dire la balance. Je ramène ces éléments simplement pour signifier que ce sont des langues soudanaises, des langues kémites, hein, subsahariennes. C'est pour ça que je fais ça. Parce que je peux multiplier les exemples à l'infini. Je me limite à ceci, car vous devez comprendre que c'est une pensée symbolique qui est subsaharienne. C'est elle qui nourrit ces aspects. Hein. Donc, quand on donne ces deux longues oreilles à 7, vous devez savoir qu'elle sollicite bien sûr les points cardinaux, bien sûr. Elle sollicite évidemment la balance. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais pour l'instant, je génère le vocabulaire pour que ce soit clair. OK? Bon. Les points cardinaux. OK? Donc, je reprends maintenant les listes pour que vous compreniez, car ça s'étend. Hein. Ce n'est qu'une question d'homophone maintenant, parce qu'une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, vous allez comprendre. C'est beaucoup plus simple. Donc, vous avez la première série. En copte, on va dire maji, pour dire les oreilles. En chiluba, machi, c'est les oreilles. En copte, machi, c'est la balance. En soninké, meji, c'est la balance. En chiluba, meji, c'est la loi. La loi. La loi, parce qu'il y a la question de l'équilibre. En copte, on dit maji, c'est la hache. C'est encore un homophone. C'est-à-dire ce qui sert à couper, à trancher. En gaze, c'est le même mot, made ou massé, pour signifier hache. En amari, mate, c'est le même mot. Tigrinya, massa, hache, bassa, mahas, c'est les jumeaux. Ce qu'on a tranché, coupé. En wolof, mas, ça signifie pair, égal, être au même niveau. Massale, ça veut dire niveler, mettre au même niveau. Parce que c'est 7, ne l'oubliez pas, qui démembre, qui découpe. Le principe qui se rattache à la figure de 7, c'est le principe de gémelléité. Le principe de gémelléité, voilà pourquoi, d'ailleurs, dans un nombre considérable de langues subsahariennes, dire la hache, c'est dire les jumeaux. On va dire bassa, wassa pour dire la hache. C'est aussi le nom des jumeaux dans un nombre considérable de langues bantoues. Je n'ai pas voulu simplement être long au niveau des listes, mais vous devez comprendre que tout ceci-là s'emploie à décrire l'action de 7. Okay? Tout ceci. Okay? Et vous savez que chez les Dogons, les points cardinaux, d'ailleurs, je ne veux pas le dire, je veux poser la question, peut-être que certainement les étudiants, au moins ceux qui sont au 4e cycle maintenant le savent, et c'est à eux que je pose la question. Expliquez-moi, en quoi les points cardinaux sont pertinents pour décrire les concepts soudanais? Comment ils interviennent dans le discours sociogonique ou cosmogonique des peuples soudanais? S'il vous plaît, expliquez-nous cela. Oui, bonsoir à tous. Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que, enfin, je pense, c'est que les 4 points cardinaux, c'est une image qui exprime la nature quadrigemellaire de la création de l'univers, avec les couples, les 4 couples d'ancêtres primordiaux, et du coup les éléments fondamentaux. C'est ça. Parce que quand je le dis, peut-être que je n'ai pas insisté, vous devez savoir, merci Jeanne Céric pour cette remarque, les 4 points cardinaux sont affectés aux 4 éléments fondamentaux, qui eux-mêmes sont des couples de jumeaux de sexe opposé. Donc, ils sont 8 ancêtres. Okay? On va dire Amaseru, Lebeseru, Django-Seru. Bon, c'est des choses que nous voyons en cours, je pense que vous le savez. Ce sont leurs noms. Ils sont affectés aux 4 points cardinaux. Et le mot Seru même est associé à 7. Je vais souvent expliquer parce que Seru signifie le témoin. Hein? Les Arabes disent Saïd. En malinké bambara, on dit Sédé. Sédé, c'est le nom de 7. Voilà pourquoi on va dire 7 en Égypte. Mais il faut quand même savoir le chemin pour y parvenir. C'est le thème des points cardinaux. Okay? Voilà pourquoi il est représenté simplement ici. On sollicite les oreilles. On lui donne de longues oreilles parce qu'on veut que, génération après génération, eh bien, ceux qui sont dans cette ère culturelle sachent interpréter la chose et ce qu'il représente. Donc, c'est effectivement cela, Jeanne Céric. Les 4 points cardinaux sont affectés aux 4 éléments fondamentaux, c'est-à-dire amasser, c'est-à-dire au souffle. Et ces 4 éléments fondamentaux eux-mêmes sont personnifiés par les ancêtres, qui sont des couples, ils sont 8. Donc, principe de gémelléité, bien évidemment, voilà pourquoi les jumeaux interviennent ici. Voilà pourquoi il y a aussi le principe de l'égalité, car ils sont égaux. Les points cardinaux, il n'y en a pas un qui a préséance sur l'autre. Quoi qu'on parle beaucoup de l'Ouest, souvent, vous devez savoir, dans les corpus subsahariens, on privilégie généralement l'Ouest parce que l'Ouest est associé à l'initiation. Mais enfin, il y a quand même le principe de l'égalité ramené notamment par le Wolof Maas. Et c'est ça qu'on appelle Maat. Quand on dit Maat, la balance, l'équilibre, l'harmonie, on parle de ça. Ceci n'est pas possible sans l'action de 7. Vraiment, c'est même lui qui l'incarne le mieux. Enfin, je vais faire le commentaire après si j'ai le temps, parce que je vois le temps filer, mais j'y viens. Donc,
on arrive à ceci que, je dois vous le dire, mais certainement, sans doute, vous le savez déjà, l'oreille, maintenant, du point de vue de la biologie, si vous voulez, la physiologie humaine, est l'organe de l'audition, ça vous le savez, mais c'est surtout l'organe de l'équilibre. C'est ce que nos ancêtres sont en train de dire à travers tout ce que j'ai simplement rappelé ici. L'oreille interne ou labyrinthe contient les organes qui donnent le sens de l'équilibre, coordonnent les mouvements de la tête et des yeux et les ajustements de la posture du corps. Les récepteurs de l'équilibre ou récepteurs vestibulaires au cœur des problèmes de vertige informent en permanence le cerveau sur la position exacte de la tête et sur ses déplacements. C'est ce que cette incarne, l'équilibre. C'est lui qui éprouve l'univers. C'est ça son action. D'accord? Donc, c'est lui qui permet l'équilibre parce qu'il faut qu'il y ait harmonie, équilibre et c'est son action qui génère en fait conceptuellement cela. Et on peut tirer aussi des conclusions vraiment radicales sur la pratique rituelle à la suite de cela. Parce que vous devez savoir que quand on parle de l'organe de l'audition, sachez que l'audition a un rapport intime avec la notion d'équilibre, du fait même de ce qu'on appelle l'aliénation. C'est-à-dire ce à quoi vous êtes exposé, par exemple. Quand vous regardez des médias, vous lisez, vous entendez des paroles tous les jours qui se répètent. Si elles sont fausses, elles vont vous déséquilibrer. D'accord? Et les Dogons, pour s'en prémunir, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent parfois des boucles d'oreilles, souvent 7. Chez les femmes, souvent, c'est 7 boucles d'oreilles qu'on met. Même les hommes portent des boucles d'oreilles de différentes méthodes, dépendamment de ce qu'on veut rechercher, mais pour que la parole qui entre soit une parole claire. C'est ça. Donc, ils pratiquent jusque dans les moindres détails cette connaissance, ce connaissement de l'univers que nous avons depuis des millénaires. D'accord? Ici, je n'aborde que ces aspects parce que je sais que nous sommes dans un monde aujourd'hui où beaucoup de gens, évidemment, pour la télé, pour eux, c'est la vérité. Mais vous devez savoir que l'accent qui est là-dedans, c'est l'accent de Seth. Et Seth, ce n'est pas un enfant de cœur. Je le dis, même s'il est utile, quand ça gâte vraiment. C'est-à-dire que lui, quand il fait, c'est parce qu'il incarne le mal, il faut quand même le savoir. Et c'est ce qu'il aime. D'accord? Donc, il est dans ses représentations, une émanation, tout au moins un tenant de la notion d'équilibre qui n'est possible que grâce à son action. Mais pour que ce texte, il faut savoir qu'en face de lui se tient celui qu'on appelle Horus, je parle rapidement comme ça, qui est aussi tout un univers, tout un monde, à ne pas négliger. Et le Horus non plus, ce n'est pas un enfant de cœur, sauf que lui, il combat pour la justice, pour la vérité. D'accord? Mais les deux, c'est égal. Voilà pourquoi ils sont représentés avec l'imposition de main quand le pharaon est intronisé. C'était présent. C'était présent lorsqu'il fait l'imposition des mains au pharaon sur la couronne d'Égypte. Quand le pharaon... Et Seth, vous devez le savoir, représente la haute Égypte, à la différence d'Horus qui représente la basse Égypte. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus ancien pour le fait qu'il est sorti le premier. Et il a préséance donc sur un ensemble de faits aussi. Donc, il faut le savoir, sauf que, bon, souvent, on n'en parle pas trop parce qu'on le connaît moins. D'accord? Mais je voulais aussi aborder ces aspects simples dans la vie quotidienne qui nous intéressent, c'est-à-dire l'oreille. C'est un organe essentiel pour la notion d'équilibre dans tous ces aspects. N'entendez pas seulement l'équilibre de la balance. Ce qu'on appelle la math concerne l'individu, l'être humain, parce que nous sommes à l'image de l'univers. Si vous voyez le cycle des saisons se répéter de manière ordonnée, c'est parce qu'il y a un ordre qui est commandé par le divin. Et cet ordre-là doit être reflété chez les êtres humains. Et le moyen de le faire, eh bien, c'est de justement prêter attention à certains éléments, notamment le phénomène de l'audition. Okay? Parce qu'elle est pour beaucoup dans ce qu'on peut croire, ce qu'on appelle la foi, ce qu'on croit, elle est pour beaucoup là-dedans, et ce n'est pas toujours la vérité. Ce n'est pas toujours la vérité, et ça déséquilibre les êtres humains. Ça fait que, eh bien, ça affecte absolument l'harmonie d'un individu. Enfin, je pense que vous savez cela. Donc, c'est la conclusion. Elle est sommaire, je dois vous le dire, parce que, évidemment, le temps ne permettait pas d'être plus long, mais je voulais corriger ce devoir. Je remercie d'ailleurs les étudiants qui m'ont fait parvenir leur copie. Je voulais arriver à cette première conclusion. C'est une première conclusion, sachez-le. Je dois quand même vous le dire. Parce que ce n'est jamais aussi simple. N'imaginez pas qu'une fois qu'on a compris ça, on a compris cette. Non. D'accord? Je le dis quand même, il faut que ce soit clair. Mais c'est quand même déjà une première perspective qui, je crois, jusqu'ici n'avait pas été amenée au jour. Voilà. Il ne me reste plus qu'à conclure en rappelant ces paroles de Pemba. Pemba, voici ce qu'il dit. Vous pouvez l'appeler Chou si vous voulez, c'est plus facile pour vous. Moi, je dis Pemba parce que je sais que c'est son nom. Il m'a expiré de sa narine. Je suis celui dont la forme est l'expiration et l'expansion de ce Dieu vénérable. Je suis celui dont la forme est celle d'un souffle. Il m'a exprimé comme un souffle. Il m'a créé au cœur de sa trachée.
Le souffle de vie est mon vêtement. Hein, voici les attributs principaux de celui qu'on va appeler Seth par commodité. Pour ceux qui souhaitent naturellement poursuivre cette conversation, je le dis surtout pour ceux qui ne sont pas avec nous dans le cadre des cours, vous avez la possibilité des revues. Revue Kumaba, nous en sommes dans quelques semaines maintenant au numéro 9, me semble-t-il, en tous les cas, apparaître bientôt, qui traite naturellement de ces questions aussi. Donc ça, c'est pour ceux qui souhaitent poursuivre cette conversation. Revue disponible évidemment sur Amazon. Nous avons également des activités. Mylène saura certainement en parler mieux que moi à la suite, mais je voulais quand même rapidement rappeler que nous avons cette année un voyage en Égypte qui est prévu. La Kumaba, c'est-à-dire notre rencontre scientifique, aura lieu au Sénégal dans quelques mois maintenant, au mois de juin, au Monument de la Renaissance, qui nous a été attribué. Si nous remercions bien sûr les autorités sénégalaises pour cela. Et évidemment, les cours également qui sont vraiment la matière, enfin, l'espace que nous consacrons en priorité aux questions que nous n'avons fait que survoler dans le cadre de cette communication. Alors, une partie de cette communication va être publiée sur les chaînes Air de Battage et à contrario. Si vous avez des questions, parce que je ne vais pas en prendre aujourd'hui, moi, des questions, il faudrait les ramener en commentaire, j'y répondrai. Et je vous invite aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien sûr, de rejoindre les chaînes en question Air de Battage sur YouTube, ou à contrario sur YouTube, qui est aussi pour nous un moyen de diffuser cette matière, de la rendre, disons, de la populariser autant que faire se peut, car c'est l'intérêt naturellement que vous accordez à ce type de plateforme qui permet aussi qu'on puisse nous y consacrer. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je félicite encore une fois les lauréats du jour qui nous ont permis d'avoir cette assemblée, cette rencontre. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur le chemin de la connaissance. Mylène, je te retourne la parole. Merci.